L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Apport collectif. Balado où trois experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur point de vue sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et modérateur de ce balado dédié aux enjeux et défis de la chaîne d'approvisionnement du secteur public et municipal. Pour ce quatrième épisode, nos panélistes aujourd'hui sont Madame Amélie Fugère, partenaire d'affaires en approvisionnement stratégique chez Aéroports de Montréal. Madame Marie-Michelle Boudria, directrice de la division des acquisitions, des infrastructures et des projets industriels au service des approvisionnements de la Ville de Québec. Et Madame Patricia Girard, assistante trésorière approvisionnement à la Ville de Saguenay. Mesdames et messieurs, nos trois panélistes partageront leur expertise, leur expérience et leur point de vue du thème de l'épisode. Leur contribution nous permettra d'approfondir notre compréhension et d'alimenter la réflexion collective. Panélistes, merci de votre apport au balado et sans plus tarder, commençons notre discussion. La LCOP et la LCV prévoient différents modes d'adjudication d'un contrat. Pour cet épisode, nous allons discuter du mode d'adjudication où la qualité devient un enjeu important dans l'octroi d'un contrat. Lorsque le donneur d'ordre est prêt à payer un prix plus élevé pour davantage de qualité, il choisit le mode d'adjudication basé sur le rapport qualité-prix. Au fin de l'adjudication, le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon une formule mathématique. L'organisme public évalue la qualité des soumissions, ajuste le prix selon la formule mathématique et adjuge le contrat au soumissionnaire dont la soumission est conforme et dont le prix ajusté est le plus bas. Panélistes, explorons en profondeur le principe où le donneur d'ordre souhaite valoriser la qualité des soumissions et non octroyer au plus bas soumissionnaire conforme. Comme introduction, et pour tous ceux et celles moins familiers à ce mode d'adjudication, j'aimerais qu'Amélie nous explique ce qu'on entend par un appel d'offres en vue d'une adjudication selon le prix ajusté le plus bas. Je veux t'entendre, entre autres, Amélie, sur les avantages pour lesquels un donneur d'ordre opterait pour ce mode d'adjudication. Donc, merci Patrick. Bien sûr que je vais faire le cours 101 approvisionnement pour les comités de sélection. Ça va me faire plaisir. Donc, dans le fond, commençons par la base. Donc, un appel d'offres qualité selon le prix ajusté le plus bas. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un mode d'adjudication qu'on peut utiliser pour sélectionner un fournisseur qui combine en fait une évaluation qualitative des offres avec le prix. Donc, dans le fond, on peut obtenir un meilleur rapport qualité-prix. Donc, dans le cadre d'un appel d'offres qualité-prix ajusté le plus bas, donc on doit mettre en place un comité de sélection. Donc, le comité de sélection doit être composé au minimum de 3 membres, dont un membre externe. Les membres, entre autres, ne doivent pas avoir de lien hiérarchique entre eux. Donc, c'est important. Ni être le chargé de projet, du moins pour les organismes publics, d'être chargé de projet. Là, donc, mon requérant interne, là, ce n'est pas possible qu'il participe au comité de sélection pour le contrat qu'il va gérer. Ensuite, le comité de sélection a également un secrétaire de comité de sélection, donc qui est nominé par le dirigeant de l'organisation suivant la réception de son attestation, le secrétariat du Conseil du Trésor.
Le secrétaire de comité de sélection, donc c'est la personne qui va venir encadrer le processus de comité de sélection. Donc, il va avoir généralement être celui qui va avoir émis les documents d'appel d'offres, mais c'est possible des fois qu'il les ait seulement révisés. Donc, c'est pas obligatoire là, qu'il ait géré l'appel d'offres en tant que tel. Le secrétaire de comité de sélection, donc c'est une personne qui doit travailler avec beaucoup de rigueur, de transparence, donc bien suivre les principes de la loi sur les contrats des organismes publics. Donc, dans le fond, il va s'assurer d'abord, avant la tenue du comité, de transmettre aux membres l'ensemble des informations nécessaires. Donc, il va les rencontrer idéalement pour rappeler leurs obligations en termes de confidentialité, d'impartialité et s'assurer qu'ils déclarent leur conflit d'intérêts. Ils vont s'assurer également que les critères d'évaluation sont bien compris, puis également valider que les soumissions sont conformes et admissibles là, avant de procéder au comité d'évaluation. Ensuite, pendant la tenue du comité de sélection, le secrétaire aura comme rôle d'encadrer le processus. Le comité sert en fait à ce que les membres arrivent, une fois qu'il a évalué individuellement chacune des soumissions, ils arrivent prêts à discuter des forces et des faiblesses et partager les notes qu'ils ont attribuées à chacun des critères. Ensemble, ils devront convenir d'un consensus et c'est le consensus qui va être retenu. Durant la tenue du comité, le secrétaire s'assure de faire respecter les règles, s'assure que les membres soient prêts et qu'ils ne se soient pas influencés entre eux. Donc, ils ne peuvent pas, entre autres, communiquer ensemble au préalable là, avant la tenue du comité de sélection. Durant aussi la tenue, le secrétaire s'assure de bien noter les différentes forces et faiblesses et il s'assure de la cohérence des résultats. Puis ensuite, après la tenue du comité, il va s'assurer de rédiger le rapport. Et une fois que les consensus sont établis, ça va être l'ouverture des offres financières qui va venir en appliquant la formule mathématique prescrite dans la loi, qui va venir déterminer le rang des soumissionnaires. Donc, le prix va s'ajuster selon la pondération obtenue là, pour chacun, pour la note globale là, de la soumission en tant que telle. En résumé, le secrétaire de comité de sélection, c'est le gardien du processus. Donc, il s'assure vraiment que le comité se tienne dans les règles de l'art. Il s'assure de la documentation, puis il supervise et garantit l'intégrité là, du comité de sélection pour avoir un résultat qui est intègre au final. Si je peux me permettre, dans le monde municipal, c'est un petit peu différent, mais quoique pas tellement. Là, l'ensemble des rôles et responsabilités qui ont été nommés sont à peu près les mêmes dans le monde municipal. Mais ce qui est intéressant, par contre, de noter, c'est que dans la loi sur les cités et villes, où ça va être la même chose aussi sur dans la loi sur les contrats des organismes municipaux, la fonction de secrétaire de comité de sélection est nommée, mais on y attribue à peu près rien. C'est un peu une feuille de chou, là, si on regarde seulement le cadre législatif. En fait, dans la LCOM, j'ai fait l'exercice, il y a 4 articles où on nomme secrétaire de comité de sélection. C'est pas du tout pour lui attribuer des fonctions principales. Fait que la règle, qu'il faut que ce soit tu dis un professionnel ou un cadre, elle n'existe pas dans le monde municipal. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le monde municipal, c'est que les rôles et responsabilités des secrétaires de comité de sélection sont beaucoup attribués dans les règlements sur la gestion contractuelle des municipalités. Donc, chaque municipalité a son propre règlement sur la gestion contractuelle et c'est là-dedans qu'ils vont aller édicter c'est quoi les rôles et responsabilités, c'est quoi les règles encadrant qui peut jouer le rôle d'un secrétaire de comité de sélection. Donc, ça peut être à géométrie très variable, là, ce qu'on retrouve là, d'une municipalité à l'autre. Donc, c'était ce que je voulais ajouter là, à ton intervention. Hein. Donner une petite saveur municipale. OK. Et Amélie, tout à l'heure, tu as parlé de secrétaire de comité de sélection, mais ce secrétaire-là doit suivre une formation. Là, je parle de la LCOP. LCV, je suis moins familier, mais à la LCOP, il faut qu'il suive une formation. Il faut qu'il renouvelle aussi sa formation. Oui, absolument. Donc, c'est une formation sur
comme secrétaire de comité de sélection qui est offerte par le secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, la première formation, évidemment, c'est celle sur la LCOP. Puis ensuite, c'est la formation pour le secrétaire de comité de sélection. Puis il y a un examen et l'attestation est bonne pour 2 ans. Fait que c'est le prérequis pour être nominé par le dirigeant de l'organisme public pour être secrétaire de comité de sélection. Effectivement, comme tu l'as mentionné, Patrick, dans le monde municipal, il n'y a pas cette obligation-là, mais par contre, une municipalité pourrait décider de resserrer les règles de sa propre municipalité, puis de s'assurer que les gens qui exercent ce rôle-là ont tel et tel prérequis là, pour le faire. Donc, c'est chaque municipalité qui décide là, s'ils veulent imposer certaines règles. Mais je pense que, tu sais, nonobstant là, les différences entre le monde municipal et les organismes publics, je pense que fondamentalement, là, un secrétaire de comité de sélection, son rôle central, c'est d'assurer le respect de l'intégrité du processus de sélection. Puis tout ce qu'il fait, dans le fond, doit être guidé par ce rôle-là, finalement. Donc, ça, je pense que ça transcende là, toutes les municipalités et tous les organismes publics. Question pour vous. Que doit faire un secrétaire de comité afin de s'assurer que tous les membres évaluent les soumissions de manière uniforme? Le secrétaire, il n'est pas avec chaque membre chez eux. Mais comment il s'assure que quand les membres se réunissent pour le comité, que tout le monde a bien fait ses devoirs d'évaluer toutes les soumissions reçues? J'ai envie de te dire, Patrick, qu'à la base, ça va partir des documents de soumission puis des critères d'évaluation. On va s'assurer que les documents d'appel d'offres sont clairs, que, les soumissionnaires sont en mesure de comprendre ce qui est attendu d'eux, puis corrélativement, les membres de comité vont être en mesure de comprendre ce qui est attendu des soumissionnaires, les noter en conséquence. Il va s'assurer aussi que les critères qu'il a rédigés, ou à tout le moins là, qui sont avec l'appel d'offres, là, sont des critères qui sont clairs. Amélie l'a dit un petit peu plus tôt, là, que ce sont des critères qui sont objectivement mesurables, puis qui ont pas, sont pas matière à interprétation par les membres de comité. Fait que ça, je pense que en amont du comité de sélection, c'est une bonne pratique. Peut s'assurer aussi que les gens dans son comité comprennent bien les règles. Marie-Michel, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de formation pour être secrétaire de comité de sélection. Il y en a encore moins pour être membre de comité. Fait que s'assurer que ces membres-là comprennent bien leur rôle, qu'ils comprennent les documents de la même façon, les critères de la même façon et qu'ils ont évalué préalablement à l'évaluation de qualité, là, qu'ils ont fait leur évaluation de qualité individuellement. Puis ça, Marie-Michel, c'est prévu à la loi. Fait que tout le reste, non. Mais l'évaluation préalable individuelle, en tout cas, ça fait partie des peu de choses que la loi sur les cités et villes et la LCOM nous dit en matière municipale. Fait que, au moins s'assurer que tout le monde comprend bien c'est quoi la mécanique du comité de sélection. Déjà là, on part déjà sur une bonne base solide. Puis après ça, pendant les travaux du comité de sélection, c'est un petit peu son travail de venir pas influencer la note, là, c'est tout sauf son rôle au secrétaire de comité d'influencer les membres de comité pendant qu'ils évaluent, mais au moins d'encadrer et de détecter les incohérences qu'il va soulever. Est-ce qu'on est vraiment en train de se baser sur les documents d'appel d'offres? Est-ce qu'on se baserait pas sur l'expérience passée? S'assurer qu'on se ramène toujours au cadre de l'appel d'offres. Puis, des fois, c'est pas toujours évident, des fois pour le secrétaire de comité, de venir faire ces liens-là. Des fois, c'est plus technique, de venir ramener l'évaluation à quoi très cohérent, mais juste de poser la question quand moi, comme secrétaire, par exemple, je comprends pas le lien entre l'évaluation, la note, le commentaire. Des fois, juste poser des questions. Est-ce que ça s'explique parce que tu lis? J'ai peut-être pas saisi. Est-ce que tu peux me rappeler les faiblesses, les forces que tu as soulevées dans la soumission? Fait que tout ça, ça permet de venir justifier la note ou à tout le moins d'encadrer, s'assurer que ce soit très objectif comme évaluation. Fait qu'on s'assure d'une cohérence de cette façon-là entre l'évaluation qui en est faite, la note, puis l'appel d'offres.
Ouais, pour répondre plus directement à la question, comment faire pour s'assurer qu'un membre du comité a bel et bien fait son évaluation individuelle avant de se ramasser là, dans la rencontre de groupe où on évalue là, collectivement les soumissions. Un truc, ça pourrait être de demander aux membres du comité de sélection d'envoyer une copie finalement de ses notes personnelles quelques heures 24 heures ou moins là, avant la tenue de la rencontre. Puis si jamais un membre n'est pas capable de le faire, de transmettre ses documents, annulons la rencontre et reportons-la à un moment où on aura reçu l'ensemble des notes individuelles, pas pour en prendre connaissance, mais vraiment juste pour s'assurer que tout le monde a fait un exercice rigoureux. Puis si on reçoit un document avec juste des notes et aucun commentaire, je pense qu'il faut, comme secrétaire de comité, appeler la personne puis lui demander écoute, je vois que tu n'as aucun commentaire, comment vas-tu faire pour argumenter avec tes pairs? Si tu n'as pas de point de référence, c'est quand même des documents volumineux là, qu'on a évalués, puis la personne va bien voir qu'elle a fait ou non là, le travail correctement, puis il y a peut-être une bonne explication là, à ça. Puis si jamais on n'est pas capable d'aller chercher les feuilles avant la tenue, les feuilles, je suis encore dans un mode papier, mais on est évidemment, on parle généralement de documents électroniques, là, mais bref, les notes individuelles des membres du comité de sélection avant la tenue de la rencontre, je pense qu'en introduction à la rencontre, je pense que le secrétaire de comité de sélection doit faire un tour de table, puis comment avez-vous trouvé l'exercice d'évaluation individuelle, prendre un peu le pouls de chacun pour voir comment ça s'est passé, puis rapidement, il va détecter si les gens ont fait le travail. Puis si, en tout cas, ils ne se dénoncent pas lors de ce premier tour de table-là, rapidement, je pense, lors de l'évaluation des critères, quelqu'un qui a mal fait son travail, ça va transpirer dans ses réactions par rapport à ce que les autres membres du comité vont dire. Donc, un secrétaire qui détecte quelqu'un qui a mal fait son travail là, individuel doit mettre un terme là, à la rencontre et demander aux gens là, d'aller refaire leur travail correctement parce que c'est une obligation là, de faire l'évaluation individuelle. Comme tu l'as dit, Patricia, c'est enchâssé là, dans la LCV et ce sera aussi dans la loi sur les contrats des organismes municipaux. Donc, on ne peut pas s'y soustraire. Je dirais, tu sais, même pendant les travaux du comité, des fois, on se rend compte qu'il y a une personne qui est peut-être un petit peu plus à la remorque des autres, qui prend pas la parole, qui prend pas le lead des conversations, qui souvent donne la même note que ses pairs, mais peut-être aller la chercher en premier. Dire, veux-tu me donner ta note individuelle, puis après ça, veux-tu me donner tes commentaires? Fait que rapidement, on va se rendre compte que il y a peut-être un travail qui n'a pas été fait, comme l'a dit Marie-Michel, là. La seule solution à ça, c'est de mettre un terme à la séance. Oui, puis ici, juste pour renchérir sur ce que vous avez dit, la sensibilisation avant la rencontre, avec la rencontre préparatoire de la tenue du comité de sélection est super importante, puis d'expliquer vraiment le rôle là, de chaque membre de comité de sélection, l'importance justement de la préparation, sinon justement on arrête le comité. Puis juste pour enchérir aussi par rapport au tour de rôle, c'est aussi une bonne pratique pour s'assurer que chacun ait sa voix là, dans le comité. Des fois, il y en a qui parlent plus fort que d'autres là, par personnalité. On veut s'assurer que tout le monde soit en mesure de donner leur point de façon équitable. Donc, le tour de rôle non seulement permet de s'assurer que tout le monde ait bien fait leur évaluation préalable, mais aussi d'avoir la chance de nommer leurs points là, plus directement. Un secrétaire, il y a comme deux points de vue que j'ai déjà entendus. Il y a des secrétaires qui ne veulent pas lire les documents parce qu'ils veulent vraiment, encore une fois, ils veulent analyser ce qui se passe dans le comité. Ils ne veulent pas être au courant du contenu des soumissions, mais il y en a d'autres qui disent non, je veux être au courant parce que je vais être capable de les rediriger si je vois qu'ils s'en vont dans une mauvaise direction. Quelle est votre position? Est-ce qu'un secrétaire devrait lire les documents ou non? Il laisse ce travail-là aux membres. Marie-Michel l'a un peu mentionné, là, ou c'était Patricia. En tout cas, c'est super important, selon moi, que le secrétaire de comité de sélection ait lu les soumissions. J'ai déjà eu des personnes que je connaissais qui ne lisaient pas les soumissions de peur d'influencer les membres, là, mais il faut être en mesure de
relier les notes, les points faibles, les points forts à des éléments de soumission et non à des expériences connues des soumissionnaires, par exemple. C'est vraiment important de pouvoir s'assurer justement de la cohérence dans les notes. Si, par exemple, pour un critère comme expérience du soumissionnaire, deux soumissionnaires ont la même expérience, là. Disons ils ont 5 ans d'expérience dans un domaine très ciblé qui est très similaire, mais qu'il y a un fournisseur que la note est plus élevée que l'autre. Il faut être capable de poser des questions, de dire c'est quoi les différences, sans vouloir nécessairement influencer les membres, mais juste relever quand il y a certaines incohérences là, dans les soumissions. Je suis pas mal de ton point. En fait, je suis un peu ambivalente sur la question. Puis c'est vrai que les deux écoles de pensée existent. Puis je réussis pas à me cambrer, là, mais de l'époque où j'étais professionnelle, à tout le moins, je me situais dans l'équipe d'Amélie. Donc, moi, je lisais les soumissions, puis je m'assurais, tu sais, pour tous les éléments de performance acceptables, les minimums, je m'assurais d'y retrouver. Parce que la journée où tous tes membres de comité de sélection passent à côté d'un élément de performance acceptable, puis donnent une note supérieure à 70, c'est un peu gênant après ça, tu sais, en fait, c'est que là, c'est difficile après ça d'assurer l'intégrité finalement du processus puisque on a passé à côté d'un élément essentiel qu'on n'a pas le choix de respecter. Donc, je m'assurais de ce que j'étais capable de retracer à tout le moins comme élément de performance acceptable rencontré, je le notais. Et ce que je retrouvais pas, puis évidemment, je faisais pas une analyse aussi approfondie que les membres de comité de sélection, je le gardais en note puis je posais la question aux membres du comité de sélection si jamais ça ressortait pas. Hey, tel élément, l'avez-vous vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il rencontre? Puis là, avec l'échange, ça me permettait de voir, OK, parfait, il respecte l'ensemble des éléments minimums requis pour obtenir la note de 70. Donc, c'est logique qu'on lui attribue une note de 75, par exemple. Donc, dans ma vie de gestionnaire, j'ai vu des employés arriver dans mon bureau en disant, quand je suis arrivée pour faire la rencontre, le compte rendu d'évaluation, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas rencontré un élément de performance minimum, puis on lui a attribué telle note, fait que la personne se retrouve un peu dans l'embarras, fait que malheureusement, ça permet d'éviter plutôt de se retrouver dans des situations fâcheuses. Mais ceci dit, je comprends aussi l'autre point de vue, puis je ne suis pas en désaccord non plus avec les arguments là, qui sous-tendent cet autre point de vue-là. Toi, Patricia? Oui, en fait, c'est un petit peu là que je m'en allais. Ce que vous dites, ça fait plein de sens. Mais on est en main-d'œuvre limitée, on est en temps limité. A-t-on le temps où, quand on parle de valeur ajoutée, lire l'ensemble de la soumission, dégager. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Je comprends ce que vous dites, puis c'est vrai que dans un monde idéal, là, ce serait merveilleux. En même temps, est-ce qu'on est capable de ressortir ces points de performance acceptables-là qui sont prévus aux critères, de questionner nos membres, de documenter adéquatement le dossier? Donc, est-ce que vous avez trouvé ça? Oh oui, il y a tant d'expérience. Je veux dire, les membres de comité font cette analyse-là. Même chose quand on prend les notes, on s'assure, c'était quoi les points faibles, c'était quoi les points forts pour ce critère-là, qu'est-ce que vous avez pris en compte dans le cadre de leur discussion. On est rapidement quand même capable de dégager les informations importantes puis de venir les noter. Je comprends dans un monde idéal qu'on lise les soumissions. En même temps, je pense que dans certains cas, ça peut ne pas être nécessaire. Je pense qu'on est capable, pendant le comité, de venir questionner adéquatement les membres, de venir documenter la note, de s'assurer que ça se tient, que c'est basé sur des faits objectifs, puis que ces critères-là, ils se reproduisent de soumission en soumission, qu'il y a une certaine cohérence dans la notation qu'ils viennent faire. Et je pense qu'effectivement, les deux positions, dans un monde idéal, on les lirait tous. Est-ce qu'on a toujours les moyens de le faire? Puis est-ce que ça vient amoindrir le résultat? Je pense que dans certains cas, on est capable de faire rapport des choses sans lire toutes les soumissions.
Je pense aussi qu'il y a quand même tu sais, dans un monde idéal toujours, là, tu sais, effectivement, le manque de ressources, le manque de temps vient un peu choisir sur quoi on travaille plus prioritairement. Mais je pense que ça a quand même une valeur ajoutée pour le secrétaire de comité de sélection de bien lire les soumissions pour voir aussi comment les soumissionnaires répondent. Est-ce que la façon que j'ai demandé les informations, ça leur répondit exactement aux besoins initiaux? Tu sais, dans un monde idéal, encore une fois, l'appel d'offres est parfait, les critères d'évaluation sont clairs, sont objectifs. Mais dans un souci d'amélioration continue, puis de toujours vouloir bonifier nos appels d'offres pour être le plus clair possible et le plus transparent envers nos soumissionnaires, je pense que c'est une bonne chose là, que le secrétaire les lise parce que généralement, le secrétaire de comité de sélection, c'est aussi la personne qui a travaillé les documents ou du moins révisé les documents d'appel d'offres. C'est quand même dans son rôle également. Donc, je pense que ça fait toujours partie, ça renchérit là, sur le processus. Membre externe. Dans le municipal, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Moi, je suis obligé d'en avoir un. Des fois, c'est compliqué. Tu sais, des fois, OK, tu m'aides, je t'aide, je t'en dois une, tu m'en dois une. Municipal, vous n'avez pas ça. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous savez la raison pourquoi il n'y a pas de membre externe obligatoire dans le municipal? Ben, c'est clair que pourquoi les organismes publics en ont besoin d'un, c'est clair que c'est une notion qui vient renforcer l'intégrité du processus d'évaluation. Un membre externe, c'est clair qu'il arrive, en principe, il arrive là neutre, pas d'appréhension favorable ou défavorable, avec aussi une autre culture que celle de l'organisation. Donc, il amène un grain de sel super intéressant là, aux délibérations du comité de sélection. Fait qu'il y a clairement une valeur ajoutée, mais les choses étant ce qu'elles sont, les gens ont peu de temps pour, en tout cas, pour participer aux délibérations des comités de sélection. Les organismes n'ont pas d'argent pour rémunérer les membres externes. Donc, ça devient difficile de trouver des membres externes. Donc, bien que ce soit une excellente pratique, puis probablement qu'il y a des municipalités qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qui s'imposent d'aller chercher des membres externes ou pour certains comités de sélection peut-être un peu plus stratégiques, vont aller chercher des membres externes. C'est quand même une bonne affaire que ce ne soit pas obligatoire parce qu'il y a certains appels d'offres moins stratégiques, plus routiniers, dont la valeur ajoutée que je décrivais n'est peut-être pas nécessaire d'être amené au comité de sélection. Donc, voilà. Le niveau de performance acceptable pour un critère, bon, sur un pointage de 100 points, donc il faut que sur le critère, il a atteint au moins 70 pour que ça soit considéré comme acceptable. Un exemple, expérience d'une entreprise, on demande 5 ans d'expérience. L'entreprise a 4 ans et 2 mois. Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes 0? Ou, juste pour bien paraître, tu donnes juste en bas de 70? C'est quoi la philosophie? Il y en a qui vont avec 0, il y en a, OK, 65, il est en bas de 70. C'est quoi votre position là-dessus? Je pense qu'il faut repartir à la base. Il faut s'assurer que les chiffres qu'on met dans les exigences minimales sont le réel minimum. Donc, se mettre au défi, finalement, au moment où on rédige le critère. Si, mettons, il y a 4.3, 4.2, c'est quoi le réel minimum? Là? C'est-tu vraiment 5? Ou un 4.5 pourrait faire la job? Puis là, c'est de rédiger ton critère correctement en fonction de ton point de rupture, finalement, dans cet exercice rigoureux-là. Une fois que ça, c'est fait, mais mettons que le vrai minimum, c'est 5, puis en bas de 5, c'est vrai qu'il il manque d'expérience, puis il ne sera pas capable d'accomplir correctement le travail, ou en tout cas, ça va transparaître dans la qualité qu'on va recevoir. Là, à ce moment-là, il faut se référer à l'échelle d'évaluation qui a été communiquée dans les documents d'appel d'offres. Si on dit, si tu n'as pas l'exigence minimale, tu as 0. Si c'est ça qu'on dit dans l'échelle, il faut respecter ça. Évidemment, ce n'est pas ce que je recommande. Par contre, ayez des échelles mitoyennes entre le 0 et le 70, là, parce qu'il y a un monde entre 0 et 70, là, surtout sur une échelle de 100. Moi, je recommanderais d'attribuer la note de 0 à des offres soit si le soumissionnaire ne répond pas pantoute aux critères ou il est complètement à côté de la traque,
qui t'offre rien pantoute qui est en lien avec ce que tu demandais. Donc ça, une note de 0, ça fait plein de sens. Mais après ça, je pense que dans le cas que tu exposes, ben, je serais pas capable de dire quelle note lui attribuer, mais à tout le moins, c'est de se poser la question, c'est quoi les conséquences finalement du point 7, non, point 8 mois, ben, du 8 mois finalement qui lui manque et d'attribuer une note en conséquence, c'est-à-dire que si jamais il y a très peu de risques à ce qu'il lui manque 8 mois d'expérience, ben allons-y avec une note très près de 70, peut-être un 68, un 67. Puis si les conséquences sont plus importantes, ben là, pénalisons de beaucoup, peut-être avec un 30 un 20 là, je ne sais pas, ça dépend toujours de nos échelles, mais tu comprends un peu le principe. Oui. Il y a toujours aussi la qualité, par exemple, pour un critère d'expérience là, du soumissionnaire, la qualité des expériences. Donc, si ce n'est pas un critère éliminatoire de noter pour 4,5 ans, si c'est des expériences hyper pertinentes, vraiment exactes d'être un peu sous 70 ferait du sens. Là. Mais c'est aux membres de le déterminer selon la qualité des expériences puis selon le nombre d'années d'expérience. Donc, évidemment, selon moi, si c'est 4,5 ans, c'est pas atteint, le 70, parce que ça devient un peu comme une admissibilité, là, si on peut le dire comme ça. Mais définitivement, il faut que les membres le jugent. Là, donc, c'est pas... tout est relatif. Si je peux me permettre un petit aparté là, au niveau du niveau de la performance acceptable, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, là, la loi sur les cités et villes et la LCOM là, est très peu bavarde sur les exigences que doivent contenir les critères d'évaluation sur les rôles et responsabilités. Dans la LCOP, il parle du niveau acceptable, de performance acceptable. C'est pas une exigence dans la loi sur les cités et villes de venir nommer ça. Par contre, c'est souvent ce qu'on voit, c'est un barème avec un 70 dans le monde municipal qui donne une note de satisfaisant, puis des critères très généraux qui donnent que très peu d'informations aux soumissionnaires sur ce qui va être accepté ou ce qui est attendu d'eux. Au niveau, par exemple, on donne l'exemple de l'expérience du soumissionnaire, là, c'est quand même un critère facile. Donc, on leur donne très peu d'informations sur le niveau d'expérience qu'on veut à l'appel d'offres. On leur dit, ben voilà le besoin que tu as à combler, voilà le critère sur lequel je vais t'évaluer, mais il y a beaucoup de critères dans le monde municipal qui donnent pas ce barème-là de qu'est-ce qui sera une soumission satisfaisante. C'est déplorable parce que, dans un premier temps, là, c'est une question de transparence avec nos fournisseurs. Là. Eux, pour être en mesure de déposer une proposition qui va être compétitive, qui répond à notre besoin, ben, c'est important qu'ils sachent sur quoi ils vont être évalués. Ça serait plate qu'on perde le bénéfice d'une soumission parce que ils savaient pas qu'il allait être noté sur tel ou tel élément puis qu'il n'a pas emphasé sa soumission dessus, puis qu'on lui a pas dit que ça vaudrait le rejet, par exemple, ou qu'il allait perdre vraiment beaucoup de points s'il n'en faisait pas sur tel ou tel sujet. Et de venir déterminer ce niveau de performance acceptable-là, même dans le domaine municipal, ben ça permet à nos soumissionnaires de bâtir une soumission en toute connaissance de cause. Puis, ben, tu sais, à partir de là, ils vont savoir ce qui sera perçu positivement et négativement là, par nos membres de comité. Ah, absolument, Patricia, tu as tout à fait raison. Puis je loge à la même place que toi, même si le cadre normatif est moins loquace que celui des organismes municipaux. Je pense que c'est essentiel d'aller fixer c'est quoi les éléments d'exigence minimale. Puis j'ajouterais aussi les atouts. Il faut aussi dire qu'est-ce qui va mériter une bonification à la note. Non seulement ça. Les soumissionnaires sont capables de te fournir une équipe de superstars puis une équipe de juniors, hein, la même entreprise. Puis entre ça, ils sont capables de te faire une dizaine de variantes là, d'équipes qui pourraient te proposer puis de propositions. Mais disons-leur qu'est-ce qu'on recherche minimalement, puis eux, ils pourront juger après ça, OK, j'envoie-tu mes superstars ou j'envoie ma gang de juniors ou quelque chose de mitoyen entre les deux. Si on leur dit pas qu'est-ce qu'on cherche, ben on peut pas s'attendre à ce qu'ils devinent qu'est-ce qu'on recherche. Puis c'est la même chose aussi pour ton comité de sélection. Ton comité de sélection va pas mal mieux se dérouler si tous les membres de comité de sélection savent sur quoi évaluer les soumissions. Parce que rappelons-nous que tout le monde part
individuellement à faire une évaluation. Mais si on ne leur dit pas, tu sais, c'est quoi qu'on recherche minimalement, puis c'est quoi les éléments qui devraient faire en sorte de venir rehausser la note, bonifier l'analyse, ben chacun part avec sa propre grille d'analyse, puis on arrive en comité, puis là, ben on prend une éternité à essayer de s'entendre, puis donc on ne s'aide pas non plus là, dans notre processus. On se retrouve avec un membre de comité que lui voulait un ingénieur 20 ans d'expérience pour donner une note satisfaisante, puis un autre qui donnait à 5 ans, c'était bien correct, c'était suffisant. C'était satisfaisant pour répondre à l'appel d'offres. Fait que tout à fait, autant pour guider nos soumissionnaires que pour guider nos membres d'évaluation, même si c'est pas prévu en matière municipale, là, c'est un nécessaire. Il faut juste être prudent quand on établit le pointage là, pour nos grilles d'évaluation, quand on rentre dans le grand détail. Là. Si, par exemple, dans mon expérience du soumissionnaire, je viens détailler que je m'attends à ce qu'il y ait une formation de 3 ans, ça donne 2 points. Il y a une expérience de 4 ans, ça donne 4 points. Quand je commence à donner un pointage à plein d'éléments, ça vient un peu restreindre l'évaluation que les membres peuvent faire à ce pointage-là. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'important, une faiblesse importante au soumissionnaire, mais que le pointage attribué est trop faible, ça n'a pas d'impact au niveau du pointage, alors que peut-être que c'est important de le relever puis de noter en conséquence, d'évaluer en conséquence le soumissionnaire. Fait que je l'ai vu, entre autres, beaucoup dans des appels d'offres de ressources d'hébergement, où est-ce qu'on vient, par exemple, mettre des mises en situation qu'on vient évaluer, mais que chaque mise en situation a un certain pointage. Quand il y a une mise en situation qui apporte un élément flagrant, ça vient vraiment débalancer là, l'évaluation qui peut être faite. Fait qu'il faut rester prudent avec ça. Je suis à la même adresse que toi. Quand on divise par petits critères, là, on perd quand même une marge de manœuvre qui est hyper importante dans l'évaluation. Puis effectivement, s'il passe à côté de quelque chose qui est ultra important, au final, ça paraît 2 points sur 100, mais effectivement, tu ne seras pas capable de bénéficier de toute la largeur de ce qu'une évaluation qualitative pourrait t'apporter. Tu as tout à fait raison. Oui, exact. Puis tu n'es pas capable de mixer aussi le bénéfice de l'expérience avec la formation. Des fois, c'est un heureux mélange, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de formation, mais une expérience moyenne vaut peut-être autant que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Fait qu'il y a cette mixité-là entre les différents ingrédients qui est intéressant à considérer quand on est en comité de sélection. Donc, c'est pour ça que la granularité ne te permet pas là, de cette mixité-là. Panélistes, on va faire un exemple ici. Là. Vous êtes secrétaire et 48 heures avant que le comité ait lieu, vous recevez un appel d'un des membres qui vous dit que je suis en train d'analyser les soumissions et il y a un des soumissionnaires il a chargé de projet proposé. J'ai travaillé 10 ans avec, puis je le connais très bien. Mais le comité il va avoir lieu dans 48 heures. Puis ça fait comme des semaines qu'il y a de la documentation. Toi, comme secrétaire, qu'est-ce que tu fais? Quelle action tu dois... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses ça aller? Est-ce que tu prends action pour dire, oh boy, OK, il y a quelque chose, là. Il y a comme un conflit d'intérêts, tu le connais très bien, c'est pour cette personne-là. Comment tu réagis? Il faut effectivement évaluer s'il y a un conflit d'intérêt ou une apparence de conflit d'intérêt. Donc, si c'est un collègue qui connaît très bien, est-ce qu'il va avoir un lien à favoriser positivement ou négativement même, là, ça pourrait être le contraire, là, la soumission. Puis évidemment, si oui, moindrement qu'il y a un risque par rapport à ça, l'idéal, c'est de reporter le comité puis de trouver un autre membre de comité de sélection pour le remplacer. En même temps, c'est fréquent, par exemple, surtout dans les services professionnels de la construction, que c'est les mêmes firmes qui reviennent, que c'est les membres reviennent souvent aussi là, évaluer les dossiers similaires, là, que ce soit même des membres externes ou des membres de l'organisation. Fait qu'il faut vraiment valider c'était quoi le lien, est-ce qu'il y a vraiment un conflit d'intérêt, il est là quand il y a un intérêt réel, là, c'est-à-dire, exemple, des parts dans une entreprise ou un membre de la famille. Fait que si ça, c'est pas le cas, donc
faut aller voir au niveau de l'apparence de conflit d'intérêt, puis s'assurer que il n'y aura pas de favoritisme envers un ou de défavoritisme. Alors, au niveau du conflit d'intérêt, on a fait un bel épisode de là-dessus en saison 1. Fait qu'à savoir effectivement si c'est un conflit d'intérêt ou une apparence de conflit d'intérêt, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai tendance à, si j'ai un membre de comité qui n'est pas à l'aise, même si je suis d'avis que l'apparence même est très, très légère, là, je suis d'avis de le retirer. Là, on déplace le comité de sélection, c'est tout. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est effectivement, là, des fois, ils s'en rendent compte qu'ils sont en train d'évaluer les soumissions ou ils les évaluent à la dernière minute. Là. Ça fait 3 semaines qu'ils ont les documents, puis on est 2 jours avant. C'est quand même quelque chose de malheureusement fréquent. Fait que dans ce temps-là, je leur envoie un avis comme de quoi ils sont retirés du comité de sélection, de détruire les documents. Je leur fais signer une déclaration de confidentialité, là, comme quoi ils vont garder la confidentialité des informations, au même titre que s'ils avaient été membres du comité. Puis on fait remplacer sa nomination et c'est pas plus compliqué que ça. Malheureusement, on joue dans l'horaire de tout le monde, là, un horaire qui est déjà chargé, mais ça vaut pas la peine non plus de prendre le risque. Ça vaut pas non plus la peine de mettre un membre de comité dans un comité de sélection s'il n'est pas à l'aise ou qu'il ressent un certain malaise. Puis peut-être pour revenir sur la rencontre préparatoire dont Amélie parlait là, en introduction, c'est un bon moment justement pour aller valider là, ces enjeux-là de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt. Donc, ça permet ça permet tout simplement de le savoir un petit peu plus tôt que rendu à la rencontre là, du comité de sélection. Donc, plus tôt on l'apprend, parce que le membre du comité de sélection, au moment où s'est embarqué dans cette aventure-là, ne savait probablement pas qu'un tel allait être proposé dans telle soumission et que cette soumission-là allait être déposée d'ailleurs. Donc c'est rarement de la mauvaise foi, ces situations-là, mais par contre, évidemment, faut les prendre en charge, là, comme le suggèrent mes collègues. Je suis tout à fait d'accord avec elles, mais essayons de le détecter le plus tôt possible, juste pour ne pas retarder finalement l'adjudication du contrat et le démarrage du projet ou du contrat. Autre exemple pour vous. Un secrétaire, OK, il y a un comité de sélection qui a lieu. Tout est beau, tu sais, toute l'analyse est faite, on ouvre les enveloppes, on plug les chiffres dans la matrice, tout est beau, donc le comité est comme terminé, mais le secrétaire entend en sourdine une conversation entre un membre interne et un membre externe. Et le membre externe dit au membre interne, « Bon, tu l'as, ton fournisseur, elle est contente? » Qu'est-ce que doit faire le secrétaire? Est-ce qu'il gèle? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend action? Le comité vient d'avoir lieu, tout est fait, mais là, attention, là, il y avait un enjeu. Quelqu'un avait une mission, peut-être, dans le comité. Comment doit agir le secrétaire? Bien, clairement, faut aller voir les gens là, qui étaient dans la discussion pour comprendre c'est quoi les tenants et aboutissants de ce commentaire-là. Faut pas présumer de rien là, qu'il y avait une mauvaise intention, mais faut gratter assurément. Donc, le secrétaire de comité doit poser des questions, comprendre d'où vient le commentaire, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, est-ce que ça a influencé la note qu'il a attribuée, voir là, qu'est-ce qu'il en est réellement. Puis si réellement, je sais pas, les deux personnes s'étaient entendues pour favoriser le soumissionnaire X pour qu'il obtienne le contrat, puis qui ont mis bien de la pression sur le troisième qui n'était peut-être pas dans le loop pour qu'il adhère finalement à leur note, ben ça, on arrête tout. Et si les enveloppes de prix ont été ouvertes, ben c'est peut-être un nouveau processus d'appel d'offres qu'il faut refaire parce qu'une fois que les enveloppes de prix sont ouvertes, ben, il n'est pas question de revenir sur les notes techniques. Donc là, on a un sérieux problème. Donc, on rencontre les gens, puis évidemment, ben, à l'interne de l'organisation, il y a peut-être un travail à faire aussi avec les gestionnaires des personnes impliquées pour que ces personnes-là se fassent expliquer là, les bonnes mœurs.
Ici, en partant, les membres du comité de sélection, en principe, ne doivent pas être le requérant, le futur gestionnaire du contrat en tant que tel. Donc, il doit y avoir un certain détachement avec le contrat qui va être émis par la suite. Fait qu'à la base, ça devrait pas rendre heureux un membre du comité de sélection qu'avoir un fournisseur plus qu'un autre. Mais je pense qu'il faut, dans le cas où est-ce que, par exemple, on a les enveloppes financières qui sont ouvertes, je pense que c'est important de revalider l'ensemble des points sans toucher aux notes, là, évidemment, là, mais de s'assurer, est-ce que tout est fondé là, au niveau des faiblesses, des points forts, de revalider l'ensemble des points, voir si on est capable de déceler là, des certaines penchant vers un fournisseur plus qu'un autre alors que c'était pas justifié, là. Des fois, on le voit pas sur le coup, là, comme secrétaire du comité de sélection, surtout si on n'a pas lu les soumissions en tant que telles. Des fois, il y a des éléments qui peuvent nous échapper, mais c'est important de revalider le tout. Peut-être mentionner que dans les organismes municipaux, la notion que le chargé de projet la personne qui va gérer le contrat ou le chargé de projet ne peut pas être membre du comité de sélection, elle n'existe pas. Nous, à la Ville de Québec, on n'a pas mis cette contrainte-là là, dans notre règlement sur la gestion contractuelle. Donc, la situation pourrait arriver, là, bien qu'on ne se le souhaite pas. Puis en fait, c'est une bonne question, Patrick, parce que dans les faits, c'est effectivement une situation qui pourrait se produire dans n'importe quelle organisation, là. Nos membres de comité sont des humains avec tous leurs biais individuels. Fait que même si c'est pas des situations de corruption ou d'influence indue ou vouloir avoir avantagé un soumissionnaire, ben des paroles comme celle-là, des fois, ça peut se dire. Faut pas que ça se dise, mais ça pourrait se dire sans arrière-pensée, puis sans qu'il ait manipulé l'appel d'offres ou les résultats du comité de sélection. Comme l'ont dit mes collègues, par exemple, une fois la discussion eue avec les membres de comité, là, Amélie, tu l'as bien dit, leur repasser les notes, s'assurer que il y a personne qui a été avantagé. Puis je voudrais même plus généralement leur regarder les exigences au devis. Est-ce qu'il y avait des exigences qui auraient pu avantager ce soumissionnaire-là? Par rapport aux autres, on avait suffisamment de concurrence. Donc, faire une revue complète là, du dossier, s'assurer que notre processus est toujours intègre. Puis, bien entendu, là, peut-être reprendre la formation avec ces membres de comité-là pour les prochains. Merci beaucoup, panélistes. Ceci complète la première partie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne YouTube et suivez l'Apport Collectif sur Spotify, Apple Podcasts et Instagram. Tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et d'autres plateformes bien connues. Et quant au prochain épisode de l'Apport Collectif, celui-ci sera disponible à la mi-janvier. L'épisode 5 mettra en vedette Alain, Nancy et le retour de Patricia. Soyez des nôtres et faites partie du mouvement. Panélistes, continuons la discussion quant aux appels d'offres selon le prix ajusté le plus bas. Parlons des critères nécessaires à l'évaluation de la qualité. Les classiques, peut-être trop souvent utilisés, sont expérience du soumissionnaire. On parle de minimum 3 projets en 5 ans. Expérience du chargé de projet et expérience de l'équipe. Ces critères servent tout simplement à évaluer qui est l'entreprise et vise à revoir le profil de l'organisation, ses contrats antérieurs et leur niveau de succès. Cette façon de faire limite l'impact des critères portant sur les engagements que le soumissionnaire assumera s'il devient le contractant. Ceci a pour effet direct de restreindre l'innovation. Le poids consacré à ces critères est insuffisant pour influencer la note finale de qualité et favorise les entreprises avec lesquelles on fait toujours affaire. Puisque la démonstration de la qualité devient partie intégrante des documents contractuels suite à la conclusion du contrat, il convient de se demander à quoi sert un document contractuel qui vise principalement à présenter qui était l'entreprise au moment de la soumission et ce qu'elle avait accompli jusqu'à ce moment. Panélistes, nous avons tous surutilisé ces critères quant à l'expérience passée du contractant et de l'équipe qui sera titrée au mandat. Au lieu de donner sur un plateau d'argent la description du besoin à combler, l'approche d'un donneur d'ordre ne devrait-elle pas être de transférer la responsabilité
au contractant à proposer une solution concrète et novatrice aux besoins du donneur d'ordre. Donc, panélistes, souvent, on met trop d'informations dans nos documents d'appel d'offres. On explique qu'est-ce qu'on a besoin, au lieu de laisser le soumissionnaire arriver avec des solutions à corriger ou rectifier nos problèmes, notre besoin. Donc, est-ce que c'est le temps maintenant d'arrêter de diminuer un peu sur les critères d'expérience? Il faut qu'ils soient là quand même, mais plus focusé sur soumissionnaire, qu'est-ce que tu vas faire pour nous pour corriger notre problème? Qui Ben, voudrait parler? je pense que, en fait, moi, je suis là, j'ai à peu près à mi-chemin là, entre les deux écoles de pensée que tu viens de présenter, c'est-à-dire celle qui évalue l'expérience passée, puis celle qui demande une proposition, un engagement à fournir quelque chose, à livrer un service. En fait, je pense que c'est important quand même de s'intéresser à l'expérience du soumissionnaire et de son équipe, puis bon, le bagage qu'il amènera à la table, parce que ça permet de valider qu'il a les compétences et qu'il sera capable de faire le travail. Donc, je pense que complètement écarter ça de notre grille d'évaluation pourrait nous amener dans certains pièges, puis de ne pas aller, finalement, ne nous permettrait pas de faire affaire avec un soumissionnaire suffisamment compétent et expérimenté pour répondre à notre besoin. L'autre élément aussi, si que je suis d'accord avec toi, là, je pense que c'est important, tu sais, que le soumissionnaire se commette, s'engage sur certains éléments à nous fournir un service quelconque, mais il faut faire attention non plus de ne pas tomber dans le piège de le faire, pensons à un service en ingénierie ou en architecture, de le faire concevoir sans le payer, tu sais, parce que ça peut amener ça aussi, le genre de critères que tu proposes, tu sais. C'est souvent le genre de critères qu'on retrouve dans un concours d'architecture, par exemple. Hein, propose-moi une maquette, propose-moi, tu sais, des solutions pour répondre à telle problématique. Mais là, quand tu embarques là-dedans, ben, tu commences à faire travailler le soumissionnaire, puis rapidement, ben, ça peut être un travail qui nécessite rémunération. Et rappelons-nous que dans nos appels d'offres, ben, on ne rémunère pas, à moins de cas exceptionnels approuvés dans le cas des municipalités par la ministre, on ne rémunère pas les soumissionnaires. Donc, il ne faut pas tomber non plus là-dedans. Ceci dit, dans certains domaines d'affaires, par exemple, je pense à des services de formation pour lesquels j'ai été impliquée dans des appels d'offres, bien, on demandait carrément, donne-moi le plan de cours de la formation que tu souhaites m'offrir, donne-moi aussi le cahier, le manuel du participant, puis on évaluait des choses dans ces éléments-là. Donc, c'était un réel engagement là, à fournir le service. Donc, je pense que ça dépend aussi des domaines d'affaires, puis des éléments de portée là, de ton contrat que tu souhaites évaluer. Bref, il faut faire attention de ne pas faire travailler les gens, de faire concevoir quelque chose de nouveau pour répondre à notre appel d'offres sans les rémunérer. Mais quand ces choses-là existent, bien, je pense qu'on est tout à fait en droit et on devrait demander de les obtenir, comme par exemple mon exemple de plan de cours, le manuel du participant. Donc, voilà où je loge. C'est vraiment intéressant, Marie-Michel. Puis, tu sais, je vais être à peu près à la même place que toi pour notamment les services professionnels. On veut pas, tu sais, même si on veut que les gens prennent de l'expérience, puis qu'ils soient compétitifs, puis qu'ils puissent avoir accès à nos marchés, on veut pas que des firmes prennent des contrats pour lesquels ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas les compétences, qui viennent se faire les dents sur un de nos contrats. Puis des fois, ben, tu sais, le risque de la municipalité, on joue gros en termes de projet, en termes de délai, en termes de rendement que nos élus vont être capables de rendre aussi. Fait qu'on veut pas non plus mettre à mal un contrat. Des fois, on utilise les critères qualitatifs pour autre chose que des services professionnels aussi. Puis, l'acquisition de biens, tu sais, des fois, l'acquisition de procédés. Dans ce cas-là, tu sais, la loi nous oblige quand même à décrire en termes de performance ou d'exigences fonctionnelles. Puis ça, ben, tu sais, on a certains organismes qui périssent encore à cette nouvelle obligation-là, qui perdent encore à rencontrer cette exigence-là.
Mais ça aussi, ça favorise l'innovation et la concurrence. Puis tantôt, tu parlais, Patrick, on leur donne notre besoin, puis après ça, on devrait-on pas leur donner leurs besoins, mais je pense que leur donner notre besoin, mais s'en tenir qu'aux besoins, c'est une bonne chose. Puis après ça, leur laisser le soin de nous proposer des solutions ou des procédés qui sont innovants, mais des fois, ça peut permettre de voir émerger des nouveaux joueurs. Puis ça devient jumelé à une évaluation de qualité. Je pense que ça devient un levier qui est hyper intéressant là, pour faire face à la baisse de compétition, à l'augmentation des prix, à la collusion. Tu sais, des fois, il y a des gens qui s'emparent de certains marchés. Quand on est très prévisible sur la manière dont on va refaire nos évaluations, qu'est-ce qu'on va exiger, ben des fois, là, ça emporte aussi des risques au niveau de la collusion. Fait que je pense que quand nos critères d'évaluation sont rédigés de telle sorte que nos solutions innovantes vont être évaluées à leur juste valeur, c'est un tout qui peut venir intéressant, mais pas perdre de vue là, qu'on veut aussi avoir des soumissionnaires qui ont une certaine expérience, quitte à leur permettre d'intégrer nos marchés dans des petits contrats, dans des contrats de moins d'envergure, puis de prendre cette expérience-là là, sur des contrats qui ont moins de risques. Souvent, quand on achète des procédés, quand on achète des biens en évaluation de qualité, souvent, ils ont une valeur stratégique pour l'organisation. Puis là, ben, tu veux t'assurer d'avoir quand même un joueur qui est apte à tenir ce contrat-là. Oui, puis à ceux qui vont dire, ben écoute, s'ils sont pas capables de le faire, ils ont juste à pas le promettre. C'est vrai, mais on a encore des joueurs qui pensent qu'ils sont capables de le faire sans l'expérience. Puis la vérité, c'est qu'en cours de gestion de contrat, mais c'est là qu'on va avoir des problèmes qu'il faut comme déconstruire. Puis ben, c'est là où on devait être le gardien puis d'assurer à nos services un soumissionnaire compétent, qu'on allait utiliser une évaluation de qualité, puis qu'on allait qu'on allait assurer le succès de leur acquisition de cette façon-là. Mais on vient comme de leur donner un soumissionnaire qui est pas capable de rendre le service. Fait que je pense que, Mme Michel, tu l'as bien dit, là, un juste milieu, s'assurer que quand il y a une expérience qui est nécessaire, ben, qu'elle soit évaluée. Peut-être pas, comme on l'a déjà vu, là, 70% des points sur l'expérience. Mais puis des fois, même la qualification en amont de l'appel d'offres, là, ça peut être un processus qui est intéressant, là, dans un premier temps, d'évaluer cette expérience-là. Puis à ceux qui ont eu l'expérience, puis après ça, on enlève ces critères-là du calcul, puis après ça, on fait vraiment juste de l'évaluation de solutions ou de propositions. Là. Fait que peut-être en 2 temps aussi, ça peut être intéressant de le faire. Mais il faut être prudent sur les exigences qu'on met à notre appel d'offres, c'est-à-dire que si je ne mets pas suffisamment d'exigences, puis tout est relatif à quel type de mandat là, l'appel d'offres rejoint, là, mais si je ne mets pas suffisamment d'exigences, après, j'ai moins d'éléments sur lesquels me positionner en cours de contrat pour m'assurer que mon fournisseur remplit les obligations là, qui étaient au contrat. Fait que, tu sais, il faut un équilibre aussi à ce niveau-là. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'adapter nos critères d'évaluation au mandat en tant que tel. Fait que si, par exemple, c'est un service professionnel, traditionnel, en ingénierie, architecture, pour une construction, des travaux de construction qui vont être comme standard, là, que c'est pas une expertise particulière, ben ça se peut que mes critères se ressemblent d'une fois à l'autre parce que c'est correct dans ce contexte-là. Mais si, par exemple, là, j'ai une expertise particulière qui est requise, donc c'est des entrepreneurs spécialisés là, au bout du compte qui vont devoir être sélectionnés, il faut que j'aille des services d'ingénierie là, qui soient aussi là, en amont. Donc, c'est important de faire les bons liens à ce niveau-là. Si, par exemple, je vais en appel d'offres pour une solution technologique, ben ça se peut que mon chargé de projet ou mon équipe de projet soit pas le critère le plus important dans l'offre du soumissionnaire. Peut-être que ça va être la convivialité du système, peut-être qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont être vraiment plus rejoindre c'est quoi mon besoin à la base, puis qui vont me permettre d'aller évaluer la meilleure solution technologique là, que je vais avoir reçu des offres.
Fait que je pense que là, de toujours se re-questionner sur c'est quoi mes critères, de pas essayer de réappliquer toujours la même recette là, d'un appel d'offres à l'autre, puis vraiment de se positionner, c'est quoi mon besoin, c'est quoi mes exigences obligatoires, tu sais, dans mon appel d'offres, que je peux pas passer à côté en cours de contrat. Donc, peu importe ce que le soumissionnaire va me donner, c'est mes exigences de base. Puis après ça, voir comment qu'on peut jouer avec les critères là, tu sais, pour aller chercher la meilleure qualité. Exact. Puis peut-être aussi à notre critère d'expérience, pourquoi pas y donner une tweak projette-toi dans mon projet, c'est-à-dire on pourrait par exemple demander au soumissionnaire de dire comment son expérience puis son expertise qu'il vient de nous présenter va amener de la valeur ajoutée à notre municipalité puis à notre projet sur tel et tel aspect. Tu sais. Fait que il va pouvoir justement nous aider à se projeter dans notre projet puis comprendre, OK, ben pourquoi tu m'as présenté ces 3-4 projets-là, puis de quelle manière tu penses que ça va t'aider à réaliser mon projet. Ben ça, c'est une manière aussi, tu sais, d'amener un petit peu plus d'ingrédients pour s'ancrer finalement dans le projet qu'on souhaite octroyer. Tu sais. Mais, Valérie, est-ce que les donneurs d'ordre mettent trop d'informations dans leur document d'appel d'offres en ce qui a trait à la solution désirée? Moi, j'ai été secrétaire il y a très longtemps et souvent j'entendais les membres dire aïe, aïe, les entreprises vous connaissent tellement bien dans leurs documents, c'est comme ils vous connaissent vraiment bien. Mais c'est pas vrai, ils font juste recopier le texte qu'on a mis dans le document d'appel d'offres, dans leur cahier. C'est tout simplement ça. C'est pas qu'ils nous connaissent. Donc, est-ce qu'on met trop d'informations? C'est comme je dis, sur un plateau d'argent, on leur donne toute l'information, puis les autres, ils ont juste à glisser ça dans leur cahier de présentation. Moi, je pense pas qu'on met trop d'informations. Je pense que c'est important de donner du contexte, d'expliquer c'est qui l'organisation, parce qu'il faut pas prendre pour acquis que ça va toujours être les mêmes soumissionnaires qui vont soumissionner. Il faut laisser la chance à d'autres qui nous connaissent moins de pouvoir soumissionner. Puis après ça, c'est comment que je rédige mes critères d'évaluation. Donc, si je leur donne des critères d'évaluation, expérience 5 ans pour des contrats de nature et d'envergure similaire, je donne aucune attente en tant que telle par rapport à qu'est-ce que je veux qu'ils me donnent. Mais si je leur demande, décris-moi comment ta gestion de projet s'est faite dans ton dernier mandat. Décris-moi les défis que tu as rencontrés. Décris-moi, tu sais, si je mets plus d'informations sur qu'est-ce que je veux aller chercher, ben là, on va chercher, puis en lien avec mon mandat, évidemment, il faut que ça soit relié. Donc là, je vais chercher davantage ce qui est relié à mon contrat, puis comment je vais pouvoir m'assurer que c'est un bon soumissionnaire là, pour mon contrat. Oui, moi, je pense pas en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est d'écrire une recette à appliquer au soumissionnaire, à l'entrepreneur ou au fournisseur. Ça, c'est à proscrire parce que la recette qu'on décrit, c'est peut-être pas la bonne d'ailleurs pour atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Fait que ça, c'est le premier piège à éviter. Donc, évitons de décrire des recettes. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais par contre, s'il y a une information qu'on connaît, qui concerne le contrat ou le projet à réaliser, ben c'est clair qu'il faut la fournir. Pourquoi cacher de l'information? Il va falloir y fournir un jour ou l'autre. Ben, aussi bien y fournir le plus tôt possible. Comme ça, le soumissionnaire il est capable de mettre un prix en conséquence, sachant que tous ces éléments d'information-là sont déjà travaillés, sont déjà connus, sont déjà alignés. Ben, je ne travaillerai pas là. Il va savoir qu'il n'y aura pas à travailler là-dessus, puis il va plutôt travailler sur la suite des choses. Donc, non, il faut fournir au contraire le maximum d'informations que l'on dispose pour permettre au soumissionnaire de faire une offre correcte et non pas arriver à la réunion de démarrage pensant qu'il devra faire telle étude, puis finalement, ben, il apprend que tout ça a été fait, puis que finalement, son prix, il est trop élevé. En tout cas, c'est curieux que ce soit lui qui a eu le contrat, mais mettons que c'était l'unique soumissionnaire, ben, ça peut mener à des situations où on ne paye pas le juste prix. Comme dernière question, panélistes, il y en a qui affirment que le prix ajusté favorise les soumissionnaires les plus expérimentés. C'est quoi votre position sur cette affirmation-là? Ben, encore une fois, tu sais, ça dépend des critères d'évaluation et des besoins qui ont été exprimés à l'appel d'offres.
C'est sûr que si on met la majorité des points sur l'expérience dans des projets similaires, l'expérience du soumissionnaire, l'expérience de son chargé de projet, de son équipe, de ses ressources stratégiques, ben c'est sûr que dans ce cas-là, le fournisseur le plus expérimenté va nécessairement être favorisé. Parfois, par contre, avec de bons critères qui vont être adaptés au projet, ben dans ce cas-là, le prix ajusté va pas le favoriser nécessairement un fournisseur plus expérimenté. Si les critères sont bien montés, ça va favoriser des soumissions qui sont solides, qui vont être pertinentes, des soumissions qui vont être alignées sur les besoins que tu vas avoir exprimés à ton appel d'offres. Ce qui veut dire qu'un fournisseur qui est très, très, très expérimenté puis qu'il fait juste des projets dans notre municipalité, ben, il pourrait avoir une mauvaise note dans ce cas-là s'il propose, dépendamment du type de projet qu'on a, mais s'il propose une solution qui est générique, s'il démontre qu'il comprend pas les enjeux du mandat, qui offre pas de valeur ajoutée, qui intègre pas les notions qu'on a mis à l'appel d'offres. Puis, à l'inverse, un fournisseur plus jeune peut quand même bien performer. Moi, je suis quand même d'avis qu'il y a un certain niveau d'expérience dans la majorité de nos contrats qui doit être respecté, mais ça ne veut pas dire qu'un fournisseur qui a moins d'expérience peut pas bien performer là, si on a des critères qui sont adaptés à ce qu'on a vraiment besoin. Je pense juste que ça peut favoriser de la concurrence même d'y aller en évaluation de qualité. Ça va encourager des fournisseurs qui savent que qu'on demande la qualité, puis que c'est ça qu'ils ont à nous offrir, puis que l'objectif, c'est pas juste d'être le moins cher ou d'avoir fait 25 contrats avec la municipalité, qu'on va reconnaître là, la valeur ajoutée qu'ils apportent à notre contrat. Ben, je pense qu'il faut se rappeler justement la formule mathématique qui est appliquée là. Fait que, dans le fond, une soumission avec un haut niveau de qualité, si elle est plus chère, ben elle va avoir un meilleur rang à cause de la qualité, mais peut-être pas considérant le prix plus élevé. Fait que c'est mis en corrélation, là. Fait qu'un soumissionnaire qui atteint le niveau acceptable là, pour tous les critères, mais qui a un prix bas, pourrait tout de même rencontrer là, avoir le contrat là, au bout du compte, là, fait que être retenu. Là. Donc, c'est sûr que tout est relatif là, par rapport à l'expérience en tant que telle. Il faudrait vraiment qu'un fournisseur se démarque au niveau de l'expérience et au niveau du prix également pour être comme favorisé dans le processus. Ce qui est comme un peu contraire, là, généralement, plus ils sont expérimentés, plus cher que c'est, là. Ouais, d'ailleurs, moi, ce que j'entends plutôt, c'est que la qualité est rarement le facteur déterminant, c'est toujours le prix à cause de votre fameuse formule mathématique. Donc, c'est plutôt ça que j'entends, moi, sur le marché. Là, j'ai dit que j'avais une dernière question, mais là, c'en est une dernière. Donc, une petite dernière, là, je viens de penser à ça. Là. Autrefois, c'est ça, quand je faisais des comités, il arrivait souvent que je voyais des secrétaires que ils laissaient une dernière chance avant d'ouvrir les enveloppes. Tu sais, genre, OK, là, je vais ouvrir les enveloppes, là. Est-ce que vous êtes sûr de vos notes? Il me semble que c'est pas correct de faire ça, là. C'est comme le comité a eu lieu, les discussions ont eu lieu. Pourquoi tu laisserais une dernière chance avant d'ouvrir l'enveloppe? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quand ça fait 8 heures que tu délibères, j'aimerais revenir sur la première heure. Ça peut peut-être être difficile. Je pense que pourquoi pas, là? Ça va être ça ma réaction primaire, mais en même temps, revenir sur 8 heures de délibération, ça peut peut-être être périlleux comme aventure. Bon, pourquoi pas poser la question, mais vraiment, quelle valeur ça va ajouter au processus, j'en doute. Ben, ça m'est déjà arrivé, pour faire un peu de pouce sur ce que tu as vécu, Patrick, là, tu sais que le ressenti des soumissions n'est pas exactement comme les notes ont été données. Parce que critère par critère, ça a une certaine valeur, mais le ressenti global est différent. Fait que là, je pense que c'est de s'assurer que chaque critère est bien justifié, qu'on a vraiment tous les points de faiblesse, les points forts aussi, pour chaque critère, pour chaque soumissionnaire, s'assurer que le tout est cohérent, puis que tous les membres sont dans le consensus pour l'ensemble des notes. Fait que, tu sais, c'est correct de reviser, mais comme dit Marie-Michel, après 8 heures, ça peut être ardu de le faire, là, mais je pense que
s'il y a un ressenti qui est inconfortable au bout de ces 8 heures de comité-là, je pense que c'est important de l'adresser, revoir s'il y a des éléments qui n'ont pas été nommés, est-ce qu'on a oublié un élément, est-ce que tout a été fait adéquatement, puis après procéder à l'ouverture des offres si on est tous confortables. Mais c'est important de le relever. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas soulevé, il faut savoir que dans le monde municipal, il existe des processus d'évaluation qualitative sans double enveloppe. Là, donc, l'enjeu là, d'avoir comme le point de rupture à OK, là, on ouvre l'enveloppe est vrai dans certains processus, mais pas dans d'autres, là, dans le monde municipal. Fait que je voulais juste l'amener, là, ceux qui s'intéressent à l'approvisionnement dans le monde municipal, sachez qu'il existe 2 processus qualitatifs. Un qui intègre le prix comme étant un critère à part entière. Donc, l'évaluation se fait globalement sur des critères de qualité et un critère prix et c'est comme une note globale qui se donne, alors qu'on a aussi là, le processus à double enveloppe là, qui prend un pointage minimal de 70% pour pouvoir ouvrir l'enveloppe de prix. Je l'ai résumé très grossièrement, là. Prenez pas ça comme étant une formation sur les modes d'attribution des contrats municipaux. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Je trouve ça intéressant. C'est ce qu'on vit aussi au niveau du privé, là, dans le cadre de mon travail actuel. Là, on n'est pas soumis à aucune loi comme les organismes publics. Là, donc, on procède généralement de cette façon-là pour évaluer les offres de services. Puis, je trouve que ça permet puis là, je ne sais pas c'est quoi les réglementations à ce niveau-là, au niveau municipal, mais tu sais, ça permet de vraiment ajuster la pondération au niveau du prix par rapport aux autres critères, puis d'en faire un tout, là, plutôt que qualité séparément du prix. Donc, ça amène un effet différent. Il n'y a pas grand-chose, Amélie, de prévu au cadre normatif, Okay. un peu comme le reste, mais effectivement, là, le mode d'attribution à une enveloppe où le prix est un critère, là, c'est vraiment intéressant quand on veut user d'une stratégie différente, là, ça nous donne beaucoup plus de latitude que ce que le double enveloppe, par exemple, nous permet. Mesdames et messieurs, le succès d'un appel d'offres ne repose pas uniquement sur le processus, mais sur la qualité des critères de sélection. Trop vague, il crée de l'ambiguïté. Trop rigide, il limite la concurrence. Bien formulés, ils assurent une évaluation juste, transparente et conforme aux objectifs du projet. Les critères devraient toujours porter sur ce que le soumissionnaire s'engage à livrer dans le cadre du contrat, l'approche qu'il prendra et les moyens qu'il déploiera. L'expérience de l'entreprise et des ressources utilisées est aussi importante en les incorporant aux éléments de qualité aux critères qui visent ces engagements. Panélistes, c'était encore une fois des échanges étoffés et un contenu utile pour tous ceux et celles impliqués en approvisionnement public. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine le dernier épisode de l'apport collectif de l'année 2025. Je tiens à remercier chaleureusement mes panélistes pour leur présence et leur précieuse contribution aujourd'hui. Vous avez ajouté une belle dose de réflexion éclairante. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité depuis le début de ce balado. Marie-Michel, Amélie, Patricia, et n'oublions pas Antoine, Maggie, Alain, Nancy et Gabriel. Merci de votre participation cette année et votre contribution à valoriser la profession. Je vous souhaite de passer un merveilleux temps des fêtes. Et vous aussi, mesdames et messieurs, je vous souhaite un temps des fêtes rempli de joie et de beaux moments partagés avec vos proches. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Prenez soin de vous et on se revoit en janvier où nous discuterons de regroupement d'achats. Une nécessité, mais comment les faire évoluer à un niveau supérieur. Encore une fois, merci et à bientôt. Merci panélistes.